J'ai voulu. Alors, on va faire les rencontres en français et donc il y a les écouteurs avec traduction en italien et en anglais. Et je voulais profiter de l'amitié de Nicolas Seydoux et je salue la présence aussi dans la salle de Sidonie Dumas et de l'équipe Gaumont. Et pour le faire parler après avoir lu son livre Le cinéma 50 ans de passion qui est sorti il y a quelques mois chez Gallimard, qui est un livre assez étonnant, d'une part parce qu'il y a c'est un livre qui suit une vie extraordinaire, une vie consacrée à la culture cinéma. Et aussi, parce qu'il touche beaucoup de thèmes importants, des thèmes qui font partie de l'histoire et beaucoup de thèmes qui font partie du présent et du futur. Et encore parce que moi je pensais si un jour je devrais raconter ma vie, à part le fait que ça n'intéresserait à personne, mais à part ça, j'aurais jamais la capacité de le raconter avec cette précision, avec une telle quantité de données précises, des dates, de noms, de rencontres. C'est assez impressionnant. Parfois, je me suis dit, évidemment, il tournait avec une petite caméra. C'est assez impressionnant comme reconstruction d'une vie. Alors, la première question, c'est toute simple. C'est toi qui l'a mis dans les livres. Alors, pourquoi trois frères se sont occupés du cinéma? Pourquoi Jérôme, Michel et Nicolas ont fait du cinéma et, on peut dire, du grand cinéma? Si vous achetez le livre pour ça, vous serez déçu parce que vous n'aurez pas la réponse. Mais le public qui est venu ici a un droit en plus. Il a le droit à un plus. Alors, je crois que nous avons la chance d'appartenir à une famille d'entrepreneurs. Et je crois que, ça je le dis dans le livre, je suis en 1970 à New York. Et à ce moment-là, chez les Américains, ailleurs aussi, mais le cinéma est mort. Or, qu'est-ce qui tue le cinéma ? C'est la télévision, mais que regardent les téléspectateurs? À la télévision, ils regardent des films de cinéma. Donc c'est comme si ce livre, il était tué par l'édition de poche. Il y avait donc quelque chose qui ne collait pas. Et puis il y avait même quelque chose, peut-être, pour quelqu'un qui aime le cinéma, c'est banal d'aimer le cinéma. On va dire les choses très simplement. Il y avait quelque chose de révoltant. Des décennies plus tard, 50 ans plus tard, j'entends un professeur de Harvard, nous parlions de l'avenir du livre et donc de la future mort du livre. Et il disait, tant qu'on parle de sa future mort, ça prouve qu'il est vivant. Eh bien, je crois que c'est le cas du cinéma. Et en ce qui concerne le cinéma français, je pense que si aujourd'hui le cinéma français est le second cinéma du monde occidental, c'est parce qu'il s'est battu. Et je le regrette de dire qu'à part des hommes comme toi, ici, personne ne s'est battu pour défendre le cinéma, à commencer par Federico Fellini. Là, on va arriver sur ce thème qui est très intéressant et qui fait partie de l'histoire, mais qui fait, en effet, comme tu dis, ça fait partie aussi du présent. Mais je voudrais y arriver un peu petit à petit en suivant ta vie et aussi ce que tu dis dans le livre. C'était pour être rapidement en Italie. et donc, comment c'est fait? Quelle a été ta formation vers le cinéma? Parce que tu aurais pu faire beaucoup d'autres choses. Mais... Aucune. Spectateur, comme vous l'êtes tous. Peut-être que même il y a parmi vous un certain nombre de professionnels. Je pense que dire quand on a 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on aime le cinéma, c'est extraordinairement banal. Puis alors, il y a ceux qui deviennent des cinéphiles, c'est-à-dire qui analysent tous les plans. Ça n'a jamais été mon cas.
Et d'ailleurs, je ne me prends pas pour un producteur. Mais je suis un cinéphile, mais je n'analyse pas tous les plans. Oui, mais tu as une chance inouïe, c'est que tu te souviens de tous les plans que tu as vus. Non, pas du tout. Bon. Et moi, je me prends plutôt pour le patron de la clinique. Et la clinique, c'est l'endroit où les parents rêvent que leur enfant naisse parce qu'elle a une bonne réputation. Les parents, c'est évidemment le réalisateur et le scénariste. L'enfant, c'est le film. Et donc, j'assume le fait de ne pas être producteur. Mon nom ne figure pas au générique des films. Et je pense que quelque part, je suis quand même indirectement responsable de 2 ou 3 films. Mais quand même, il y a eu des films qui t'ont, dans ta jeunesse, qui t'ont marqué. Alors, mon premier film est très tardif, parce que je suis un enfant d'avant-guerre. Et je vois mon premier film, j'ai 7 ou 8 ans, que c'est, disons-le, un film sublime, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, absolument pas fait pour un enfant de 7 ans. Et que je termine la séance à plat ventre entre les rangées de fauteuils, terrorisé à l'idée que la bête va manger la belle. Mais je dirais aussi que le cinéma a atteint son but, car le cinéma, c'est créer des émotions chez le spectateur. Et évidemment, premier spectateur, ce sont les jeunes enfants. En général, tous les jeunes enfants qui voient un film, ils sont très contents d'avoir été au cinéma. Ça a été mon cas et ça a continué après. Et puis, il y a, comme tu dis, les hasards à Gaumont. Il y a Gaumont qui apparaît dans ta vie et qui devient ta vie. Je suis très proche à l'époque d'un très brillant producteur qui est Jean-Pierre Assam, qui va produire en très peu de temps des films que vous n'avez peut-être pas vus, vous en avez entendu parler probablement, La Grande Bouffe, Nous ne vieillirons pas ensemble, tous les films de Jean-Yann, qui a une obsession, c'est racheter Gaumont. Alors, mais la vérité, c'est que lui n'achètera jamais une action de Gaumont, et que c'est moi qui achèterai Gaumont, mais il se trouve que je connais à l'époque ceux qui sont susceptibles de vendre Gaumont, ça c'est expliqué dans le livre, ça serait un peu long, et c'est plutôt une affaire financière, et en général, les spectateurs ne viennent pas au cinéma pour écouter comment on monte les affaires financières. En tout cas, tu te retrouves à la tête de Gaumont et il y a un chapitre que j'ai adoré, qui a un titre formidable, le Tour de France des salles. Et donc, tu commences par les salles. Et donc, je voudrais aussi te demander, vu que le futur des salles est toujours une grande question, vu que les salles ont des adversaires très puissants qui s'appellent maintenant, qu'avant c'était les télévisions, maintenant c'est les plateformes. Et vu qu'on est dans une salle qui vient d'ouvrir, je voudrais te demander, d'une part, le travail que tu as fait dès que tu es arrivé à Gaumont, et de l'autre part, comment tu vois le futur des salles. Donc, longue demande. C'est simple. Celles et ceux qui sont devant nous, il faut qu'ils aient une raison de sortir de chez eux. Il fallait qu'ils aient une raison il y a 50 ans. On va en dire un mot, puis après ça, on parlera de la situation aujourd'hui. À l'époque, on va revenir un tout petit peu sur l'Italie. L'Italie a plus que 2 fois le nombre de spectateurs de la France. Les salles françaises ne sont pas brillantes. Les salles italiennes sont une catastrophe. À l'époque, en France, alors il n'y a pas les chiffres... Là, on parle du début des années 70. Exactement. On est au début des années 70, sachant qu'aujourd'hui, la pire année dans la fréquentation américaine, c'est 1969. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment, voilà, le cinéma est fini, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au cinéma. Qu'il apparaît évident que ce qu'on appelait les grands bateaux,
c'est-à-dire des salles qui faisaient 1500 places, elles ne sont plus, à peu près plus jamais pleines. Et il y a quelqu'un qui est dans le cinéma, mais dans un secteur que ne regardent pas en général les exploitants, qui est dans les cinémas arts et essais, qui s'appelle Andrew Goff, à New York, qui a exactement son équivalent à Paris, qui s'appelle Boris Gourevitch. Et ils font des salles, alors ce qu'on a appelé les Saint-Lazare, c'est des salles, il n'y a pas d'autre mot, elles sont empilées les unes sur les autres. Bon, il arrive à faire en sorte... Bon. Et ces salles sont pleines. Ce sont des salles de 100 places, pour les plus grandes, fréquentées essentiellement par des étudiants, mais elles sont pleines. Et à ce moment-là, les gens qui ont des grandes salles se disent « Et si nos grandes salles, on les coupait ?» Et quand c'est bien fait, ce n'est pas des succès, c'est des triomphes. Pourquoi? Parce que tu as au même endroit le grand film populaire national, italien ou français, le grand film américain qui est dans la grande salle. Quand il a un peu moins de spectateurs, il passe dans la numéro 2. Quand il en a encore un peu moins, dans la numéro 3. Et dans la numéro 4, tu as des films plus pointus, appelés à tort, films d'auteur. Pourquoi à tort? Parce que tous les films ont un auteur. Donc cette idée de film d'auteur serait susceptible de m'agacer. Et que donc... Alors, le mot est affreux. D'abord, ça va s'appeler des complexes, et par la suite, ça va s'appeler des multiplexes. Alors, en anglais, en italien, je ne sais pas comment ça se traduit, mais c'est pareil. Multiplexer, ça veut dire qu'on passe toujours la même chose. Non, il ne s'agit pas de passer toujours le même film. Il s'agit de passer des films différents. Et qu'à partir du moment où le spectateur a des ensembles réussis, c'est-à-dire que tu n'entends pas les hurlements des kung-fu quand tu es en train de regarder Scène de la vie conjugale, ce qui est tout de même un tout petit peu dérangeant, eh bien, les spectateurs reviennent. Et le cinéma français a réussi comme ça à garder ses spectateurs. Et après ça, alors je vais vite, ça a été l'époque des multisalles. Quelle est la différence entre les multisalles, disons les multiplexes et les complexes? Il n'y en a aucune, sinon que les salles sont plus grandes. Alors, plus grand, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un problème de nombre de fauteuils, parce que la taille de l'écran derrière nous, elle est limitée par la hauteur. On n'est jamais limité par la largeur, on est limité par la hauteur. Parce qu'on ne l'a pas toujours, comme ici, dans ce formidable cinéma que tu as rénové. Donc il a été très vite, il a mis 14 ans. 14 ans, on avait refait un peu plus de salles chez Gaumont. Disons-le, c'est parce que les salles sont de qualité que les spectateurs sortent. Et après ça, il faut évidemment également que le film le soit. Et encore, il y a avant d'aborder la question de la production, tu mets un chapitre qui a un titre formidable, qui est Mes parrains, et tu parles de deux grandes personnalités. Et donc, je te demande de nous parler comment tu as connu ces deux personnalités. Alors, il y en a une, je n'en parle pas, c'est Jean-Luc Godard. Il se trouve que Jean-Luc Godard a écrit bon nombre de lettres à Gaumont, et avec son autorisation, heureusement que j'avais commencé ce livre suffisamment longtemps à l'avance, donc avant qu'il ne disparaisse, je reproduis ces lettres, et vous verrez, il y en a quelques-unes qui sont absolument fascinantes. Extraordinaire. Fascinantes. Ouais. Henri Langlois, alors Henri Langlois pour moi est un personnage extraordinairement important parce que tout le monde dit à juste titre qu'il a participé à sauver, à sauvegarder non seulement des films, mais également des objets qui touchent au cinéma, ce que font d'ailleurs aujourd'hui toutes les cinémathèques, mais ce qu'elles ne faisaient pas à l'origine. Mais d'abord, c'est un passeur. C'est l'inventeur de la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'il a montré... c'était essentiellement des hommes à l'époque, enfin il y avait Agnès Varda, il n'y avait pas beaucoup de femmes, il faut quand même le dire, mais il leur a montré ce qu'avaient fait nos prédécesseurs. Et de mon point de vue, nos prédécesseurs, ils ont tout inventé, hein, que ce soit le film d'animation, les effets spéciaux, je veux dire qu'il y a des films des années 20 qui sont beaucoup plus osés que les films de la nouvelle vague, enfin voilà, ils ont tout inventé. Alors,
Henri Langlois, je vais vous le résumer en 2 mots. Nous sommes sur le même vol où la secrétaire d'État à la culture, Françoise Giroud, dont un certain nombre de vous doivent connaître le nom, c'est elle qui a notamment inventé le nom de Nouvelle Vague, et donc elle était la script de Jean Renoir sur La Grande Illusion, et elle va remettre les insignes d'officier de la Légion d'honneur à Jean Renoir. Et donc, je dis à Henri, voilà, je suis très content qu'on ait fait ce vol ensemble, j'aimerais bien au retour qu'on soit de nouveau côte à côte. Et il a cette réponse que seuls ceux qui ont une petite idée d'Henri Langlois peuvent comprendre, mais il dit non Nicolas, je ne serai pas à côté de vous parce que je vais vendre mon billet de retour, comme ça je pourrai acheter la copie d'un film et après le consulat sera bien obligé de me rapatrier. L'autre phrase, elle n'est pas d'Henri Langlois, elle est d'un grand réalisateur italien. Donc, avec Roberto Rossellini, je suis le cercueil d'Henri Langlois. Et vous avez tous entendu parler d'André Malraux, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas un petit fonctionnaire à l'esprit étriqué. Or, il se trouve qu'il y a eu un conflit à un moment donné, Langlois pensant que Malraux allait, comme il disait, voler les bobines de la cinémathèque. Et donc, je demande à Roberto, mais comment Malraux et Langlois ne se sont pas entendus? Et il a cette réponse formidable. Marie était la compagne d'Henri Langlois, Marie Merson, qui était une femme exceptionnelle et qui, je dirais, chaque fois qu'on parle de Langlois, on doit parler de Marie Merson aussi, parce que c'est... C'était un couple. C'était un couple, elle avait eu la chance d'être superbe et d'avoir connu Picasso, Dufy, etc. Elle n'hésitait pas, pour racheter une copie, à vendre un Picasso. Bon, et puis alors, je ne vous parle pas des scènes qu'elle pouvait faire aux fonctionnaires du ministère de la Culture. Tout ça pour dire, Roberto a cette réponse absolument formidable. Marie et Henri étaient des crocodiles, Malraux ne parlait pas le crocodile. C'est possible aussi d'applaudir, hein, c'est pas... Alors, quand même, revenons une seconde, parce que tu as posé une question sur le cinéma demain. Ouais. Le cinéma demain, c'est... Voilà, tu as mis 14 ans pour refaire ce cinéma, et alors moi, je peux parler à ta place. Ce cinéma fait 2 fois plus d'entrées que les autres cinémas italiens. Donc, il y a un problème dans les cinémas italiens. Ce cinéma est formidable. Mais, voilà, c'est un cinéma qui vient d'être ouvert, qui est... à la fois tout ce qu'on aime quand on regarde, qu'on se retourne derrière soi, on se dit quand même les anciens n'ont pas été mauvais, mais si on marche à reculons, on se casse la figure. Donc il faut regarder devant, et c'est ce que tu as fait, et c'est formidable. Mais c'est pas normal que tu fasses 2 fois plus d'entrées que tes concurrents. Voilà. Je suis totalement d'accord. Et je suis... voilà, moi j'ai très très mal vécu notre aventure italienne, puisque Gaumont a failli faire faillite, hein, il faut appeler un chat un chat. Mais avant d'arriver je dis, c'est que il ne s'intéresse pas au cinéma. Ben, si tu t'intéresses pas au cinéma, le cinéma n'a pas d'avenir. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux séduire une jolie femme, il faut mettre ton plus joli costume et être en pleine forme. Si tu arrives crasseux, pouilleux, il y avait des cinémas chez Gaumont, tu arrivais... Donc on est en 1974, il y en avait un seul. Enfin, il pleuvait dans les premiers rangs. Ah, c'est bien ça, bon. C'est des effets spéciaux. C'était les effets spéciaux. Alors, quand il fait très chaud, comme ça peut arriver à Bologne, c'est bien, mais sauf qu'en général, tu es sous la pluie quand il fait froid. Bon, donc ça ne collait pas tout à fait. Donc, pour que le cinéma vive demain, il faut que le cinéma offre siège, image, son bien meilleur que tout ce que tu peux avoir chez toi. Deuxièmement, il faut évidemment que le film que tu vas voir, il ne soit pas au même moment sur une plateforme. S'il est au même moment sur une plateforme, qui va au cinéma d'abord? Sur les enfants. Chacun sait que les enfants ont un pouvoir d'achat qui est celui que leur donnent leurs parents. Si les parents ont 12 abonnements,
Ils ne vont pas donner aux enfants les euros nécessaires pour aller au cinéma à plusieurs, etc. Donc, il faut évidemment que le film ait une exclusivité et que j'ai beaucoup de respect pour le sélectionnaire de Venise. J'ai eu une grande discussion avec lui au Festival du Caire sur le fait que j'étais en total désaccord sur le fait qu'un Lion d'Or puisse être attribué à un film qui ne sort pas dans les salles de cinéma. Et je dis exactement la même chose des Oscars. Les studios, simplement, pour un certain nombre d'entre eux, en accordant des Oscars à des films qui ne sortent pas en exclusivité dans les salles de cinéma, ça prouve simplement qu'ils n'ont rien compris au cinéma, ce qui est embêtant. Ou qu'ils aiment se suicider aussi. Là, applaudissez pas trop, parce qu'en sortant, moi, je vais me prendre un coup de flingue dans le dos. Alors, on arrive à Don Giovanni, on arrive à Daniel Toscan du Plantier. Alors, Daniel Toscan du Plantier est quelqu'un qui a été très bien élevé par son frère aîné, qui lui a dit qu'il ne fallait pas lire les commentaires sur les philosophes, mais lire directement les philosophes dans le texte. Même approche à l'égard de la musique. Passion absolue pour la musique. Avec une très très jolie phrase sur Jean-Sébastien Bach, disant « Je n'ai pas la foi, mais je suis sûr que Bach l'avait. » Et donc nous sommes très proches, très amis, amis au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire que nous partageons les mêmes valeurs, la même culture, et je lui demande de me rejoindre chez Gaumont quand j'ai réussi, après quelques difficultés, à en prendre le contrôle. Et Daniel a la chance, en fait, les raisons au départ, voilà, il a une situation, pour les scènes de la vie conjugale, un peu tendue avec son épouse de l'époque, Marie-Christine Barrault. Et pour la retenir, il cherche un film, il trouve un film, Cousin-Cousine, et Cousin-Cousine sera à la fois un succès public, un succès critique, et sera nommé aux Oscars. Il n'aura pas l'Oscar, ça c'est une petite histoire, c'est un autre film français, mais un autre film français qui a changé de nationalité entre-temps, puisque La Victoire en chantant est devenu un film ivoirien qui s'appelle Black and White in Color. Alors, vous imaginez à l'époque, un film ivoirien Black and White in Color, en plus il se trouve que le réalisateur, on peut le dire, a plutôt un grand talent, donc c'est lui qui emportera l'Oscar tant convoité. Donc, faire un film d'opéra. Alors, il y en a eu un qui vient d'être tourné avant, mais qui n'est pas un film d'opéra, c'est un opéra filmé. Alors, j'espère que la traduction, le problème de l'anglais, c'est qu'entre mettre l'adjectif toujours avant, c'est, voilà. Un opéra filmé, c'est très simple. Ingmar Bergman filme dans un théâtre en Suède, La Flûte enchantée, interprétée par, pour l'essentiel, des comédiens suédois qui sont des chanteurs. Elle est chantée en suédois. Et puis voilà, c'est comme si ici on mettait 3 caméras, on enregistre, et bon, comme Bergman a du talent, il y a tout de même un certain nombre de spectateurs qui vont voir le film. D'ailleurs, d'abord des Français. Et donc l'idée, c'est non pas de filmer un opéra, mais de faire d'un opéra un film. On prend un des opéras probablement les plus sublimes qui soient, mais sûrement pas les plus faciles à tourner et à porter au cinéma. Donc Don Giovanni, à l'époque, le directeur de l'Opéra de Paris, c'est Rolf Liebermann, qui est un Suisse-allemand, qui a passé auparavant 10 ans à l'Opéra de Hambourg, dont il a fait une des plus grandes scènes mondiales. Et il va réunir ce qu'on peut considérer probablement comme le plus beau plateau qu'on puisse avoir à l'époque. Où allons-nous tourner Don Giovanni? Eh bien, on va faire croire que la scène se passe à Venise, et vous connaissez un certain nombre d'entre vous la Villa de Palladio à Vicenza, et Alexandre Trauner, qui est probablement le meilleur décorateur de son temps, vous fait croire que la Villa de Palladio est un palais vénitien.
L'avantage du cinéma et de l'opéra, c'est que ça n'a pas un point commun. Parce que l'opéra, vous allez avant tout pour écouter des voix. Et à l'époque, je pense que quelques films d'opéra ont un peu transformé la façon de jouer aujourd'hui les grands interprètes de l'opéra. Mais avant, c'est très souvent la soprane qui est face à la scène comme ça et qui déclame. Et pareil pour les hommes. Donc c'est très figé, c'est bon. En plus, si vous filmez en gros plan un chanteur à pleine voix, il a le visage déformé. Donc c'est l'inverse du cinéma. Et enfin, le cinéma, depuis l'invention du parlant, ça consiste plutôt à inspirer les sentiments plutôt qu'à les déclamer. Donc déjà, c'est très différent. Deuxièmement, les grands interprètes d'opéra ont un calendrier qui est en général bloqué 2 ans à l'avance. Donc, il faut respecter. Voilà. Il faut toujours mieux respecter les dates d'un tournage, mais si vos interprètes principaux sont coincés après par d'autres engagements, c'est un petit sujet. L'équation économique. Ben, l'équation économique, c'est simple. Dans chaque pays, ils ne seront pas très nombreux, mais ils seront assez nombreux. Et puis la censure ne jouera pas à l'égard de l'Union soviétique ou de pays un peu dictatoriaux. Et par ailleurs, à l'époque, toutes les chaînes de télévision sont des chaînes de service public, et donc les chaînes de service public repasseront le film régulièrement tous les 3-4 ans. À peu près à la mi-tournage, mais enfin, ce qui était prévu comme étant la fin du film, je suis appelé, on me dit il faut que vous alliez à Vicenza. Je trouvais que c'était pas très bon signe, et là j'ai un Joseph Losey qui était un peu imbibé d'alcool, qui me dit Nicolas, dans le temps et dans le budget, je vous livre le premier acte. Don Giovanni en a 2. Et là vous avez Teresa Berganza qui a des engagements à Covent Garden, qu'il est difficile d'annuler. Et donc, tous les soirs, il y a un avion, en fin d'après-midi, il y a un avion qui part pour Londres. Teresa Berganza chante à Covent Garden et revient dans la nuit pour être sur le tournage à Venise le lendemain. Bon, vous voyez. Le succès international. Joseph Losey est une victime du maccarthisme. Et donc, retourner à New York pour l'avant-première de Don Giovanni, c'est pour lui le retour de l'enfant prodigue. Et en plus, il pense avoir fait un film de grande qualité. La critique du New York Times, qui fait à l'époque la pluie et le beau temps sur les films étrangers, c'est, et par ailleurs, ça c'est la conclusion, vous pouvez acheter l'enregistrement qui est excellent. À Hambourg, donc je vous ai dit tout à l'heure, Rolf Liebermann avait été pendant 10 ans le directeur de l'opéra. Ni Joseph Losey, ni Daniel Duplantier, ni moi ne parlons l'allemand. Enfin, Rolf Liebermann se fait insulter sur le thème, mais comment osez-vous porter l'opéra au plus grand nombre? Donc succès international, 0. Et une chaîne du service public français était coproductrice, elle a passé 2 fois le film. Voilà. Donc l'équation économique n'était pas là. Pour autant, si vous avez l'occasion de voir le film, croyez-moi, voyez-le. Pour moi, c'est une mission accomplie. Voilà, il n'y a pas le résultat économique, mais le film est là. Et d'ailleurs, tu l'as passé ici. Oui. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous informe que Ruggero Raimondi est un enfant de Bologne. Et que quand nous avons sorti le film, donc nous sommes en 88, le son Dolby Stéréo n'était pas parfait. Aujourd'hui, il l'est. Vous passerez un bon moment. Et avec Daniel, vous avez une idée qui est une idée en même temps très, très juste et très compliquée.
d'avoir une forte présence non seulement en France, mais aussi en Italie pour imaginer un cinéma européen. Si tu veux, si vous regardez la France et l'Italie, disons 1955, 1975, 1980, à peu près tous les grands films italiens sont des coproductions franco-italiennes, et je dirais un tiers des grands films français sont des coproductions italo-françaises. Ils sont d'origine italienne, mais ils sont devenus des acteurs français. Mais Lino Ventura, Yves Montand sont très connus en Italie, beaucoup moins, je dirais, que ne le sont Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, qui à Paris sont considérés comme des comédiennes ou des comédiens français. Le Guépard, j'ai pas les chiffres et je les ai pas regardés, mais je suis pas sûr qu'il ait pas attiré plus de spectateurs en France qu'en Italie. Et nous sommes plus tout à fait à la période du Guépard, nous sommes un peu après, mais c'est l'époque où Olmi, les frères Taviani récoltent la Palme d'Or à Cannes. Et nous avons en tête, voilà, il y en a que je n'ai pas cités, alors je ne sais pas si les jeunes générations les ont vus, mais il faut imaginer les triomphes de Peppone et Don Camillo. Et que peut-être que les Français sont plus saisis par la culture italienne, alors la culture italienne qui commence à la romantique, et puis après ça, le Quattrocento et l'opéra. Voilà, allons jusqu'à Puccini. Bon. Et que nous sommes persuadés que, voilà, que tellement la culture italienne est la nôtre que la nôtre est la leur. Et nous pensons, mais ça je t'ai bien écouté tout à l'heure, et vous allez comprendre pourquoi, donc 14 ans pour faire ce cinéma. 14 ans pour quelqu'un qui est bolognais, qui, à mon avis, depuis 30 ans, hein, c'est 30 ans maintenant ton festival 38. 38 ? Mais c'est ton grand-père qui l'a créé. Toi, t'as la table. Non, j'étais bébé. Ah ben voilà, t'étais en culotte courte, etc. Bon. Non mais, que quelqu'un implanté à Bologne, qui a tant fait pour la ville de Bologne, mette 14 ans pour faire un cinéma, nous voulions à la fois être une société de production et une société d'exploitation. Et c'est ce que je dis, parce qu'avec tout l'amour que j'ai pour lui et toute la reconnaissance devant le maestro qui était Federico Fellini, si Federico Fellini, au lieu de s'intéresser uniquement à la production de ses films, s'était intéressé au cinéma italien, eh bien peut-être qu'on aurait réussi à sauver le cinéma italien. Mais je dis Fellini parce que pour moi, il est au-dessus des autres. Mais Scola était l'équivalent du ministre de la Culture du Parti communiste italien. Bon, eh bien, voilà, ils s'intéressaient à faire leurs films, ils ne sont pas intéressés au cinéma, et je te félicite d'être la première salle d'Italie. Il faut que tu le restes, mais peut-être que l'écart avec le second pourrait être plus faible. Non, mais pour dire, la situation italienne n'a pas vraiment changé. Par exemple, depuis plusieurs mois, la production s'est pratiquement arrêtée parce que encore on connaît pas, on n'a pas tous les éléments sur la nouvelle loi, donc les films ne se font pas. Et la chose étonnante, c'est qu'au fond, il n'y a encore pas eu une vraie protestation de la part de metteurs en scène et de la profession. Donc je pense que ça comme tu dis, ça n'a pas beaucoup changé. Mais en même temps, vous avez réalisé quand même des grands films en Italie. Non ? Il y a des films intéressants, mais on n'a pas, si tu veux, alors on a fait quelques films nuls, et surtout, on n'a pas créé un mouvement. Voilà. Produire des films
Et si tu arrives avec ton carnet de chèques, c'est affreux ce que je dis, mais c'est très facile. Fellini, il n'y a plus beaucoup de gens qui voulaient tourner avec lui, puisque en général, tu savais comment tu partais, tu ne savais pas comment tu arrivais. Y compris pour les comédiens, ça c'est un détail. Alors, je ne parle pas de Marcello Mastroianni, bien évidemment, mais enfin, il ne leur donnait pas le texte. Il leur disait 1, 2, 3, 4. Puis après ça, il mettait le texte qu'il avait envie de mettre. La Cité des femmes, c'est quand même pas un beau film. Non, mais La Nave va, c'est très beau. La Nave va, c'est sublime. Nave va. Mais ce que je veux dire, c'est que... Nuit de Varenne, c'est un film magnifique. Je ne partage pas ce sentiment, mais si on commence à parler alors des films, film par film, on n'a pas fini. Non, ce que je veux dire, c'est que le sujet, dans le cas présent, ce n'est pas un sujet industriel, c'est un sujet économique. Voilà. Et que tu recevais hier Costa Gavras, qui a fait Z, que vous avez probablement vu, notamment, il s'est battu pour le cinéma français. Bertrand Tavernier s'est battu pour le cinéma français et européen. Oui, non, mais je dis français, mais il s'est battu pour le cinéma. Ces réalisateurs dont nous parlons, moi, je les ai tous entendus dire que jamais on ne couperait leurs films par la publicité. J'avais pas le dos tourné que c'était fait, mais pour quelques milliards de lire, et le milliard de lire ne valait pas grand-chose à l'époque. Voilà. Qu'il n'y a pas eu une prise de conscience qui n'a eu lieu, alors je termine, uniquement en France. Elle n'a pas eu lieu en Grande-Bretagne. Le cinéma britannique des années 50 est un cinéma absolument formidable. Dans le détail, Le pont de la rivière Kwai, un film britannique. Bon, Fellini se serait battu pour le cinéma. Nous aurions aujourd'hui, je pense, un noyau franco-italien ou italo-français de très grande qualité, comme nous l'avions, voilà, de 55 à 75-80. Et c'est mon regret, ma fierté, c'est d'avoir essayé. Voilà. Mais j'ai échoué. Et donc, ça a risqué, cette mauvaise aventure italienne a risqué de faire mourir Gaumont. Pour ceux qui achèteront le livre, on a dit qu'on n'allait pas faire... les chiffres sont terrifiants. Terrifiants. Donc, oui. Et en plus, nous avions le premier circuit de salle italien. J'ai réussi à faire en sorte qu'un seul multisalle soit créé, celui de Milan, et finalement vendu à des escrocs qui n'ont pas payé les architectes français. Bon. Il ne faut pas trop te demander sur l'italien. Non, tu veux la vérité. Tu l'as. Je pense que ce pays est tellement riche culturellement qu'il pense que c'est naturel en ne s'en occupant pas. Et je trouve ça dommage, et particulièrement dommage dans ce 21e siècle où il me semble que la culture et un certain nombre de valeurs traditionnelles ont plus que jamais besoin d'avoir leur place. Que je pense devant cette absence de réflexion face aux petits écrans, où tu as des pères et des mères qui poussent dans leur landau des enfants de 2 ans qui ont déjà un écran, le père d'ailleurs ou la mère regardant elle-même un écran. Quand je vois à Venise des Asiatiques qui ont cassé leur tirelire pour être à Venise et qui sont sur la gondole en train de regarder leur écran, je me dis, pourquoi viennent-ils à Venise? C'est pas la peine. Et que je pense que la lecture, que le cinéma, que l'écriture sont absolument essentielles. Et c'est vrai que... non, j'ai une passion pour l'Italie, mais je ne peux rien ajouter à ce que j'ai dit. Je m'en voudrais si je n'avais pas essayé.
Et je pense qu'on ne pouvait pas essayer plus que nous ne l'avons fait, et que, voilà, je suis tombé... qui est passionné par le cinéma en Italie à part toi? Voilà. Non, des gens passionnés, il y en a non, beaucoup, mais peut-être ils ne sont pas aux bonnes places. Voilà, moi je connais une personne, c'est toi. D'ailleurs, tu es cité dans le livre, je dis beaucoup de bien. Bon, on a encore seulement 10 minutes, donc c'est pas beaucoup, mais donc il faut sauter beaucoup de questions, beaucoup de grands films que tu as produits, le fait que Gaumont s'est affirmé, le fait que maintenant que tu as passé les témoins, qu'il y a Sidonie Dumas à la tête de Gaumont. Il faut aller à la fin du livre qui est le futur. Qui est le futur, qui est... c'est un livre très étonnant parce que c'est traversé c'est traversé d'un amour vers la culture et vers les possibilités de l'humanité, la possibilité du cinéma qui est assez extraordinaire. Et on est dans un moment plutôt compliqué, c'est tout à fait simple, voire noir. Mais tu proposes tu avances beaucoup d'idées, voilà, et d'espoir. Ben, la première chose, c'est que, c'est ce que je disais par rapport à 1970, si celles et ceux qui s'occupent de cinéma pensent que c'est foutu, il faut surtout qu'ils s'en aillent le plus vite possible. et qu'ils laissent ceux qui y croient faire ce qu'ils doivent faire. Or, je constate souvent que dans les difficultés, on ne fait pas face, et pour autant, on n'accepte pas l'idée qu'on ne fait rien. C'est ce qui s'est passé, parce qu'au-delà, disons, de celles et ceux qui sont dans le cinéma, les pouvoirs publics italiens ne se sont pas intéressés au cinéma. S'inspirer du système du fonds de soutien français, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas ennuyer nos auditeurs, mais consiste en fait à avoir une taxe sur les billets, une taxe sur les télévisions, une taxe sur les plateformes, qui est réinvestie par ceux qui investissent dans le cinéma. C'est un système voilà, à la fois très simple et exceptionnellement intelligent. Donc, d'abord, il faut que nous, Européens, nous croyons à l'avenir de notre création audiovisuelle future. Bon, il est évident que le cinéma, il naît avec le monopole de l'image animée, il se retrouve avec la télévision qui tue, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, les cinémas britanniques et italiens. Ce que je veux dire, c'est que M. Berlusconi, quand il débarque, il n'a pas le pouvoir qu'il aura à la fin. Et que comment la Cour constitutionnelle italienne a reconnu le monopole de la RAI et a laissé les télévisions privées se développer, je dois dire que je n'ai toujours pas compris. Et il n'y a pas beaucoup d'Italiens qui ont pu m'expliquer. Impossible d'expliquer. Bon. Oui. Donc tu vois que je n'ai pas fini sur l'Italie, puisque toi-même, tu ne comprends pas. C'est incompréhensible. Et donc, aujourd'hui, on a le cinéma avec des petits acteurs, les télévisions qui sont des acteurs un peu plus importants, les studios qui sont donc les studios américains qui sont des acteurs un peu plus importants que les télévisions européennes, mais qui sont quand même tout petits par rapport aux plateformes. Bien. Alors, vous me direz, il y a des studios qui veulent devenir des plateformes, ça aussi, peut-être à chacun son métier. Mais non, mais regardez l'état dans quel état des sociétés brillantissimes, Warner. Alors, vous n'étiez pas né, tu en as entendu parler parce que tu connais le sujet. Il y a donc 40 ans, l'admirable fusion, d'abord Time Warner, donc le premier magazine américain et Warner, pas un point commun.
Ensuite, AOL Time Warner, donc AOL, l'équivalent de Telecom Italia, pas un point commun, et on continue. Après ça, ça a été American Telegraph and Telephone et Warner. Bon, Paramount, voilà, c'est à vendre. Alors, c'est pas 20 francs, mais enfin, ça fait 3 ans que ce studio, un des très brillants grands studios américains, bon, Disney, quand on rappelle un président, bon, alors, est-ce que réellement Disney, qui a une production tout azimut, a besoin de créer une plateforme? Il peut vendre tout ce qu'il produit à toutes les plateformes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un autre métier. C'est un métier d'informaticien, la plateforme. Je mettais un métier de créateur. Bon, qu'en plus nous avons des interlocuteurs pour les uns, enfin pour un seul, Netflix, son métier, c'est les programmes. Mais AOL, il vous vend une plateforme pour que vous commandiez chez AOL. Apple, il vous vend une plateforme pour que vous commandiez des produits chez Apple. Donc c'est totalement accessoire par rapport à leur cœur de métier. Donc nous avons affaire à des interlocuteurs qui sont, alors, en termes d'abord de capacité financière, c'est une capacité financière qui est supérieure à celle de la Belgique. Hein. Faut voir de quoi on parle. Ce sont des sociétés qui sont les premières capitalisations boursières au monde. Et donc, comment les convaincre? Eh bien, il faut les convaincre. Or, les pouvoirs publics ont totalement les moyens de dire, ben non, vous passez pas... voilà, il y a une chronologie. Si vous voulez que ce film il sorte dans les salles, ben, s'il sort dans les salles, il ne peut sortir sur la plateforme qu'au bout d'un certain nombre de semaines, de mois, en fonction de vos investissements. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je crois absolument que dans le domaine culturel, il est essentiel à un moment donné que les pouvoirs publics agissent, non pas pour décider de la culture que nous allons regarder, de ce que nous allons lire, de ce que nous allons écouter, mais pour fixer des règles. Or, Washington comme Bruxelles, quand sont nés hier les moteurs de recherche, aujourd'hui les plateformes, sont d'une léthargie excessive, parce que disons-le, ce sont des groupes de pression à Bruxelles et à Washington qui sont d'une extraordinaire efficacité. Mais nous n'avons pas renoncé, et je pense que c'est parce que nous ne renoncerons pas que demain, elles découvriront, comme tout le monde, tu es une chaîne de télévision, tu as participé au financement d'un film qui est un succès. Mais c'est-à-dire que tu es sûr, quand il va être diffusé sur la chaîne, que tu vas avoir dès le départ un certain nombre de millions de spectateurs, de téléspectateurs qui vont le regarder. Comme parce qu'il a eu d'autres succès, quand tel et tel footballeur est à l'écran, les gens se précipitent pour le regarder. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les premières stars sont les stars du foot. Mais qui a inventé le mot star, c'est le cinéma. Qui a inventé le mot vamp, c'est le cinéma. Donc je crois absolument que si celles et ceux qui font du cinéma comprennent l'économie de leur secteur, au-delà de la qualité des images, eh bien, le cinéma a de beaux jours devant lui. Et moi, je suis très frappé de voir que, voilà, nous avons besoin d'être ensemble. Les stades qui avaient été créés il y a 30 ans sont trop petits aujourd'hui. Les grandes arènes qui ont été créées pour les chanteurs il y a 30 et 50 ans sont trop petites aujourd'hui. L'homme, il ne peut pas être tout seul devant son petit écran, il a besoin de l'autre, il a besoin de partager avec des plus âgés, avec des plus jeunes, voilà, en ayant les mêmes sentiments ou pas tout à fait les mêmes sentiments. Et je crois que le cinéma, c'est d'abord le partage de l'émotion, et donc je crois totalement à l'avenir du partage de l'émotion. Grazie Nicolas Seydoux. Merci. Quand on sera désespéré, on pourra toujours revoir cette interview et la partie finale. Et on ne va pas censurer la partie sur l'Italie, mais on va le mettre sur le site du festival. Et si quelqu'un veut acheter le livre, c'est possible, à nous, et aussi le faire signer à son notaire. C'est incroyable. Hein? Ça sera en français. Merci.